Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Boss, le rendez-vous des patrons et des patronnes. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Jean-Thomas Schmitt. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es directeur général d'Epner, donc un commissionnaire de transport qui a donc 3500 collaborateurs. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci. Alors, on va commencer par la séquence David rencontre Goliath. Donc, tu vas faire face à une start-up et vous allez parler un petit peu de vos sujets communs. Ensuite, on aura l'instant en coulisses où on va vraiment revenir sur ta carrière de dirigeant qui s'est principalement passé chez Epner. Et on terminera après avec la séquence interview chrono qui est là une séquence de questions-réponses très rapide. Parfait. Et on passe tout de suite à la séquence David rencontre Goliath. Donc la start-up qui te fait face, c'est Ordolib. Donc je suis ravie d'accueillir son PDG, Yanis Barry. Bonjour. Merci, bonjour Charlie, bonjour Jean-Thomas. Bonjour Yanis. Bon Yanis, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que vous faites et ce que vous allez faire, puisque l'application, en tout cas, n'est pas encore lancée? Oui, exactement, bien sûr. Alors, Ordolib, en fait, c'est une plateforme de mise en relation, donc, qui met en relation des patients et des pharmaciens, et donc qui permet aux utilisateurs principaux, donc les patients, de pouvoir soit récupérer leurs médicaments en click and collect, soit pouvoir se les faire livrer à l'adresse de leur choix, donc au bureau, à domicile ou à toute autre adresse. Tout simplement. Est-ce que tu connaissais déjà Ordolib? Non, je connaissais pas, mais j'ai du coup bien découvert et je trouve ça très impressionnant. C'est une très bonne idée. Excellente. Et comment est-ce que concrètement tu arrives à te connecter un petit peu? Parce que j'imagine que c'est un des principaux challenges d'aller voir toutes les pharmacies ou... Exactement. Déjà, on a la chance que le marché des pharmacies soit réparti par groupement. Donc, ce qui nous permet, nous, au niveau de l'activité commerciale, de pouvoir avoir des interlocuteurs uniques et de pouvoir faire redescendre l'information. Maintenant, quant à la connexion qu'on utilise grâce à ce qu'on appelle des API, il nous fallait pour nous permettre à nos patients de pouvoir avoir une visu sur les stocks en temps réel. Donc, autant bien au niveau des prix qu'au niveau des quantités. Ça a été un défi, pour être très honnête, qu'on a réussi à relever. Et donc, on va pouvoir montrer à nos patients d'ici la fin du premier trimestre, mais c'était assez compliqué, c'est vrai. Ça a été l'une des plus grosses barrières auxquelles on a dû faire face. Bon, alors toute la partie aussi évidemment transport. Toi, quand tu vois un entrepreneur qui se lance dans une boîte de transport, de logistique, c'est quoi un petit peu peut-être soit le point d'attention, soit le conseil que tu donnerais à quelqu'un comme Yanis? Moi déjà, je tiens à saluer l'esprit d'entreprise qui sous-tend cette démarche-là. Le transport, ça va être un point extrêmement important effectivement du dispositif. Mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qu'est en train de faire Yanis, effectivement, en connectant avec les API au logiciel de stockage des pharmaciens. Ça, c'est le travail essentiel. C'est là où va se créer la valeur. Et finalement, cette mise en relation, c'est là le plus gros du travail. Après, comment il va s'organiser pour la livraison, ça, il y aura toujours beaucoup de gens comme nous pour accompagner. Comment est-ce que vous allez faire? C'est une bonne question, Charlie. Donc, c'est vrai que notre business repose sur du digital, mais derrière, c'est quand même un service physique. Ça reste de la livraison. Alors, on a pensé à beaucoup de modèles différents. Au début, on s'est dit les auto-entrepreneurs. Ensuite, on s'est dit les infirmières libérales. Maintenant, on a pensé à un nouveau mode de livraison qui s'appelle la livraison collaborative. Et donc, qui consiste en vous, Charlie, ou vous, Jean-Thomas, par exemple. Lorsque vous rentrez du travail et que vous avez une pharmacie sur votre chemin, et vous pouvez livrer votre voisin qui, lui, est malade chez lui et attend son pli, tout simplement. On a réfléchi à beaucoup de modes, mais jusqu'ici, c'est la méthode de livraison la plus viable et la plus collaborative. En le faisant vous-même ou en passant, parce qu'il y a aussi des startups qui se sont développées sur justement la livraison collaborative? Alors, il y a une grosse startup qui s'appelle Hyper, que je salue d'ailleurs, qui font un travail formidable, qui ont permis justement à ces patients d'arrondir leur fin de mois, enfin, en tout cas à ces personnes d'arrondir leur fin de mois et de permettre aux patients d'avoir leur stock en temps réel avec leurs médicaments. Qu'est-ce que tu penses, collaboratif, la livraison? Là-dessus, j'ai pas forcément d'avis très précis. Ma question, c'est dans quelle mesure il va falloir des agréments pour certains médicaments, parce que, évidemment, on ne transporte pas que du Doliprane sur ordonnance. Donc, il y a évidemment des psychotropes ou des choses comme ça. Moi, je ne sais pas dans quelle mesure on rentre dans quelque chose de très exigeant qui va nécessiter de la formation, l'appel à, effectivement, des entreprises avec des agréments, etc. Et ça, je ne connais pas suffisamment ce dernier kilomètre entre les patients et les pharmacies. Moi, je livre directement les pharmacies, donc on est très complémentaires. Mais je ne connais pas ce segment-là. Alors, il y a des réglementations qui sont mises en place par l'Ordre national des pharmaciens. On n'a pas le droit de livrer, tu viens de le dire, Jean-Thomas, les médicaments de classe 1 et 2, donc tout ce qui est psychotropes et stupéfiants. Donc nous, ça nous rassure par rapport même si on a des assurances par rapport au vol. Maintenant, il y a 3 conditions pour qu'on puisse livrer les médicaments: que le patient soit consentant, donc nous qu'il accepte nos CGV finalement, que le colis soit opaque, qu'il soit scellé et nominatif.
Donc c'est aujourd'hui les 3 conditions qui permettent la livraison de médicaments à domicile, qui selon nous, une fois de plus, on y croit, fait sens par rapport à la téléconsultation, par rapport aux personnes qui sont à mobilité réduite, qui sont non véhiculées dans des déserts médicaux. Je pourrais vous en citer plein des défis qui sont les nôtres aujourd'hui. On veut vraiment améliorer l'accès aux soins. Puis il y a aussi certains, je pense à d'autres startups qui sont lancées avant vous, qui sont un peu fait embêter par l'ordre des pharmaciens en justice. Ouais, exactement. En fait, certains pharmaciens, comme sur tout marché, je pense que Jean-Thomas est bien placé pour le dire, on n'a pas que des femmes, on n'a pas que des personnes qui sont friands. Donc les pharmaciens, certains voient ça un peu comme un dépassement de fonction, on vient voler leur métier, certains. Et je peux entendre, il n'y a pas de souci. Et Jean-Thomas, vous travaillez avec des startups ou pas du tout? Régulièrement, oui. Alors, pas forcément sur la livraison en elle-même, etc., mais dans notre écosystème de développement informatique, etc., et même dans notre écosystème opérationnel, on travaille avec de nombreuses startups. Là, c'est effectivement un dernier maillon de la chaîne logistique qui est travaillé par Yanis, que je trouve extrêmement pertinent. Nous, on livre tous les jours 400 pharmacies au quotidien. On en livre 800 le reste de la semaine très régulièrement. Et donc voilà, on est extrêmement présent sur cette chaîne-là, qui représente 12% de notre chiffre d'affaires. On est très content qu'il y ait, encore une fois, cette aide à des personnes avec mobilité réduite qui apporte encore un bout de la spécialisation. Et d'ailleurs, un grand merci, parce que on ne le dit pas forcément, mais sans ces acteurs qui livrent les pharmacies au quotidien, nous ne pourrions pas non plus réaliser la livraison du dernier kilomètre. Je pense notamment à une période pendant laquelle il y avait beaucoup de médicaments sous tension, sous pénurie. Donc merci à ces acteurs qui ont fait le travail et grâce à qui nous, on peut travailler aussi. Mais je fais quand même le petit point, développement durable, je sais pas, impact, mais bon, c'est aussi des enjeux, la décarbonation des transports. C'est quelque chose là que vous avez pensé déjà, ou vous dites, attends, déjà je vais me lancer et on y pensera vraiment à moyen? Non, on y a pensé dès le début. On a la chance d'être une start-up, donc on construit. Donc en fait, on peut, alors qu'une société qui est déjà lancée, c'est compliqué, c'est comme un train à grande vitesse. Nous, on commence à peine, donc on peut commencer à penser à tous ces sujets inclusifs, tout ce qui est en rapport avec l'inclusif, tout ce qui est en rapport avec le développement durable. On, justement, oblige aujourd'hui nos livreurs à utiliser des vélos. Donc on n'a pas de livraison sur des moyens, par exemple, comme la voiture, sauf s'il y a des véhicules électriques, bien évidemment. Aujourd'hui, on fait attention à cette période, à ces sujets-ci. Si je peux poser une question, quelle est la part que vous escomptez du click and collect et celle de la livraison à domicile? Aujourd'hui, c'est du 70-30. Okay. Notre 70 click and collect et exactement. Okay. Et 32. Après, bien évidemment, les usages commencent à changer, en même temps que les mentalités d'ailleurs. On a un marché qui commence à changer, et les personnes aiment de plus en plus rester chez elles. Donc ça commence à évoluer, et ce pourcentage changera à l'avenir. Okay. Aujourd'hui, il est celui-ci. Bon, allez, les objectifs, c'est quoi pour 2024? Pour 2024, avoir ce qu'on appelle nous une stratégie de go-to-market, donc se lancer sur le marché et commencer à faire nos premiers euros de chiffre d'affaires. Pour avoir le plus de pharmaciens possible. On commence à l'échelle locale, nous. Donc on se développe de manière locale, nos premiers pharmaciens, nos premiers patients. Et ensuite, ce qu'on appelle scaler dans le milieu des startups, donc commencer à grossir petit à petit. Et puis peut-être un jour se faire racheter par une grande société comme Epner, par exemple. À l'avenir, en tout cas, voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, on veut se développer tout seul. Bon, le message est gentiment passé. Écoute, merci beaucoup Yanis d'être venu aujourd'hui. Et puis on va pouvoir passer à la séquence en coulisses. Alors, tu as fait toute ta carrière chez Epner. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise familiale donc, qui a été fondée en 1925. On a eu plusieurs dirigeants d'entreprises familiales sur ce plateau. Est-ce que tu fais partie de ceux qui mélangent le business et la famille ou alors qui compartimentent totalement les deux? Écoute, là, c'est une excellente question, une très belle entrée en matière. Non, je pense qu'une entreprise, en particulier une entreprise de cette taille qui compte 3700 collaborateurs, 10 000 clients, 15 à 20 000 fournisseurs, c'est un écosystème de parties prenantes qui laisse plus la place à un certain amateurisme lié à la famille. Donc le caractère familial de l'actionnariat, je pense qu'il a plein d'attraits et je pense qu'il faut tout à fait l'assumer parce qu'on parle de temps long, on parle d'actionnaires héritiers qui n'ont pas une demande extrême de rentabilité sur capital puisqu'ils n'ont pas investi par nature. Et donc pour eux, on n'est pas dans des attentes très fortes de récupérer le capital, ce qui nous permet d'investir énormément dans l'entreprise, de continuer à travailler sur le temps long. Si je dis à ma famille que je veux être là dans 20 ans, le leader européen, j'ai 20 ans pour le faire, ce qui n'exclut pas la performance, mais ce qui laisse plus de temps et qui, justement, laisse des moyens pour le faire. En revanche, l'affect de la famille, le caractère, je dirais, plus personnel des choses, je pense qu'il faut le laisser de côté au maximum pour éviter, justement, de brouiller un message qui est un message qui se doit d'être professionnel
et responsabiliser vis-à-vis justement des différentes parties prenantes. Et en la matière, mon père avait toujours une bonne expression. Il disait, mais c'est pas parce que vous avez une action chez Michelin que vous avez le droit que vous avez le droit à un job chez Michelin. Bon, c'est la même chose dans une entreprise familiale. Donc déjà, il y a des règles pour faire partie des salariés et il y a d'autres règles vis-à-vis de la gouvernance qui s'est de plus en plus professionnalisée. Aujourd'hui, on a la 4e génération, quasi centenaire, comme tu l'as précisé. Aujourd'hui, la gouvernance est très professionnelle. Donc ça laisse plus beaucoup de place à caractère familial, même si évidemment, c'est toujours l'occasion de se rencontrer en famille aussi. Voilà. À partir de quand, là, s'est passé un peu la question justement d'intégrer ou non pour toi l'entreprise familiale, parce que c'est pas automatique. Oui, alors c'est là qu'on revient un peu à la première question et il y a quand même un minimum d'enjeux familiaux derrière, mais je pense que ça aurait pu être aussi un peu différent si j'avais eu un directeur général familial. Mon père avait comme vision, lui c'était la 3e génération, alors certains considèrent que ça peut être un peu népotique, etc. Mais mon père, il avait comme conviction qu'il voulait un successeur familial. Ça pouvait être moi, un de mes cousins, ma sœur, peu importe, mais il voulait quelqu'un de la famille. Il ne se voyait pas avec un management externe et ça n'avait rien à voir avec des considérations liées au pacte d'Utrecht ou quoi que ce soit. C'est vraiment des enjeux liés à sa conviction personnelle sur le fait qu'il fallait quelqu'un qui porte des convictions fortes pour incarner l'entreprise familiale sur le temps long. Et donc, au sein de la famille, moi je suis le petit dernier de ma génération, personne n'avait vraiment levé la main, personne n'avait vraiment fait acte de candidature. Donc moi j'avais 43 ans d'écart d'âge avec lui, d'où le fait que je sois le petit dernier parce que je suis issu d'un remariage. Et donc du coup cet écart d'âge faisait qu'il commençait à être au début de la soixantaine quand moi je commençais à me poser des questions sérieuses sur mon avenir, et en sortie de l'EDEC, il était plutôt fin de la soixantaine. Et là je me suis dit, à l'époque moi je voulais faire plutôt autre chose et j'aurais aimé avoir un cursus un peu différent à l'international, peut-être un peu en finance. Je me suis dit je peux pas le laisser attendre comme ça. D'abord c'est pas bon pour lui et deuxièmement c'est dangereux pour l'entreprise. Parce que avoir un management qui est vieillissant, sans que ce soit péjoratif, vieillissant et qui du coup ne s'inscrit plus sur le temps long, où ça se met plus en perspective, ça peut être assez dangereux. Du coup, moi je suis rentré dans l'entreprise avec la conviction de me dire il faut très vite que je sache et que je fasse savoir si ça me plaît, et 2, il faut que tout le monde sache vite si j'en ai les capacités, ce qui n'était évidemment pas écrit à la sortie de mon école de commerce. Et tu as dit, j'ai vu dans une interview, j'ai eu un excellent président, dont ton père, mais j'ai perdu momentanément une partie de mon père. Ça veut dire quoi ? On revient là aussi, première question qui était excellente et qui me paraît être assez fondatrice. En fait, moi j'ai toujours vécu l'entreprise et mon père aussi, comme quelque chose qui devait être, encore une fois, extrêmement professionnel et où les interactions père-fils n'avaient pas lieu d'être. Donc j'avais un excellent père en termes de management, mais comme il y a eu quand même des sujets de tension par moment, etc., parce que il y a forcément des instincts naturels qui reviennent entre un président qui a eu toujours, dont c'était l'entreprise et qui a fait l'entreprise aujourd'hui qu'elle l'est et qu'elle était en 2015 quand je l'ai pris, et son fils qui a envie de prendre plus de liberté. Il y a cet instant un peu de friction, tension, frottement. Et de ce point de vue-là, je ne rentre pas dans le détail, mais on a eu des moments sur des sujets de fond qui étaient assez durs, même s'il a eu toujours l'intelligence de me laisser remettre en cause le statu quo, de me laisser remettre en cause ce qu'il avait pris comme décision dans le passé. Il y a forcément des moments où c'est plus dur que d'autres. Et on a eu ces moments de tension-là. Et là, il y en a qui ont plus duré que d'autres. Ça a été un très bon père, un très bon président, parce que, encore une fois, il m'a vraiment managé comme un directeur général, en me donnant des bons conseils, en me soutenant quand j'avais besoin d'être soutenu, en me challengeant quand j'avais besoin d'être challengé, voire en me disant qu'il n'était pas d'accord. Mais c'est vrai que pendant cette période-là, les relations avec mon père ont été plus distendues. Et c'est pour ça qu'il faut accepter que l'entreprise familiale vous prenne une partie de l'affect que vous pouvez avoir. Aujourd'hui, j'ai la chance qu'il ne soit vraiment plus dans l'entreprise à aucun titre, ni même au sein de la gouvernance. Et j'ai retrouvé mon père. Voilà, donc j'ai une très bonne retraite de mon père. Et donc, c'est donc en 2015, tu as dit que tu reprends la direction générale. J'ai eu dans une interview donc, ta sœur Clara qui dit que tu as démarré avec donc, des missions difficiles, beaucoup de pression, tu as beaucoup travaillé selon les situations, mais avec la fatigue, tu n'as pas toujours été prêt ou armé. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là ? Alors je sais pas, faudrait lui demander directement. Ce qui est certain, c'est que on m'a fait évoluer dans un parcours opérationnel qui était dur. J'ai commencé comme ça en fait. J'ai commencé en rentrant dans l'entreprise en tant que porte-serviette d'un directeur de BU. Je donnais des instructions à des gens qui avaient 30 ans de plus que moi et 20 ans de maison. J'étais pas du tout à l'aise avec ça. Ma seule légitimité, c'était d'avoir mon nom, et j'ai relevé la main pour prendre en charge un service opérationnel qui était en grande difficulté. Je l'ai redressé.
C'était difficile, puis bon, avec la jeunesse, on fait des erreurs de forme, et c'est peut-être cette partie-là que veut montrer ma sœur. C'est vrai que sur la forme, au début, j'étais pas toujours très adroit, on va dire ça comme ça. Et mon père m'a dit, c'est bien, t'as l'air d'aimer redresser les endroits, donc on m'a donné que des trucs en difficulté. Ce qui a l'avantage d'être très formateur, parce que du coup, il faut beaucoup mettre ses mains dans tout et comprendre vite les choses. Et ce qui a l'avantage aussi de prendre finalement, entre guillemets, assez peu de risques, parce que quand ça va vraiment très mal, si vous travaillez, vous pouvez que le redresser. Après, ça m'a laissé un peu l'étiquette, et là, on rejoint un peu ce qu'a dit ma sœur. C'est vrai que ça a été beaucoup d'abnégation pour moi, et parfois, j'ai un caractère un peu éruptif à la base, je travaille dessus, et donc ça m'a peut-être un peu de temps en temps collé sur la forme, voilà. Ça va mieux. Et comme c'est la 4e génération, comme tu l'as dit, est-ce que à chaque fois, chaque nouvelle génération, il faut que le patron, la patronne laisse son empreinte? Est-ce qu'il y a une histoire aussi d'ego? Je veux rester un peu dans l'histoire familiale. Alors non, ça pour le coup, j'ai pas d'ego là-dessus, et mon père n'en avait pas non plus. Ça, c'est une chance absolument formidable. Je vous ai dit, il m'a laissé remettre en cause non seulement ses décisions passées et les décisions stratégiques. J'ai pris des vrais virages stratégiques. J'ai remis en cause des personnes qui étaient ses collaborateurs historiques, parfois avec son soutien d'ailleurs, en me disant tu fais bien, j'aurais dû le faire avant. Il a jamais eu d'ego par rapport à ça. Il a toujours pensé au bien de l'entreprise, et moi-même, j'ai pas d'ego par rapport à ça. C'est-à-dire que si demain j'estime que je suis en limite de compétences et que l'entreprise a besoin d'un nouveau management pour grandir, grossir et se développer, j'hésiterai pas à aller chercher quelqu'un de l'extérieur pour me retirer un peu du jeu. Je pense que c'est pas une histoire d'empreinte, mais vraiment l'amour qu'on porte pour une entreprise familiale est très particulière, parce que évidemment ça, c'est l'histoire, etc. Puis moi qui suis effectivement un peu affectif aussi, je l'ai beaucoup fait pour mon père à la base. Aujourd'hui, je le fais pour mon père, pour mes enfants, pour ma famille, mais aussi parce que je considère que ce qu'elle représente pour mes salariés, pour mes clients, pour mes fournisseurs, une entreprise familiale, elle a ça de très fort, qu'elle a une culture d'entreprise très forte, des valeurs très incarnées, et je pense que ça c'est le propre des entreprises familiales, et moi je prendrais ça comme une trahison vis-à-vis des parties prenantes dans leur ensemble, de vouloir faire une partie personnelle. Voilà. Donc c'est pas du tout, ça m'anime pas du tout ça. J'ai vu aussi que tu privilégies plutôt le management participatif, c'est la délégation. En quoi c'est le bon modèle, tu trouves? Ouais, alors ça, c'est la question. Ça, c'est la réponse bateau à la question quel est votre style de management? On dit tous participatif. Non, mais alors moi, j'ai le principe de subsidiarité, qui est un principe intrapreneurial très fort dans l'entreprise, et ça, c'est mon père qui l'avait mis en place, qui crée un modèle basé sur un matriciel où finalement les fonctions support sont peut-être moins puissantes ou centrales sont moins puissantes que dans d'autres entreprises, avec un modèle qui se veut au plus proche du terrain, tant vis-à-vis des clients que des collaborateurs, que des fournisseurs, etc. Ça fait qu'on a des vrais intrapreneurs dans l'entreprise. Alors ça a des grandes qualités de réactivité, de dynamisme quand on a les bonnes personnes. La difficulté que ça pose, c'est qu'il faut trouver vraiment les intrapreneurs, parce que quand les gens sont des grands entrepreneurs, ils entreprennent eux-mêmes. Et donc il faut trouver des entrepreneurs qui ont envie de créer quelque chose, les convaincre de venir vers nous et de venir chez nous et travailler avec nous. La chance qu'on a, c'est que ça fait des années qu'on travaille sur ce modèle-là, que c'est pas facile quand on en perd un, mais que les personnes qu'on a sont des personnes absolument remarquables, et c'est extrêmement dynamique. Et donc ça crée cet optimum de fonctionnement entre des fonctions support qui édictent une politique qui finalement est appliquée de la manière la plus adaptée au terrain par les collaborateurs de terrain. Après, il y a des choses qui sont, entre guillemets, mandatory, la transition environnementale, etc. C'est des choses qui sont édictées d'en haut et qui doivent tomber vers le bas, parce que sinon, si chacun fait comme il veut, ça marche pas. Mais pour le coup, c'est un modèle entrepreneurial, opérationnel et commercial qui est extrêmement puissant. Tu fais bien la transition environnementale, justement. Comment est-ce que tu as amené, alors je ne sais pas si c'est toi qui les as amenés, mais comment sont arrivés un petit peu ces projets de RSE? On parlait tout à l'heure un petit peu de décarbonation des transports, qui est quand même, j'imagine, aujourd'hui un peu une problématique que vous regardez beaucoup.
Alors, je vais rendre hommage à mon père aussi, puisque, en fait, dès 2009, on avait signé la charte ADEME qui prévoyait une réduction significative de nos émissions de CO2. Donc, on a fait partie des précurseurs déjà en termes de prise de conscience environnementale. Maintenant, on est comme tout le monde. Je pense que c'était une ligne qu'on suivait, mais qui s'est beaucoup accélérée ces dernières années avec le changement climatique qui s'opère devant nos yeux et les impacts sur la biodiversité, sur la météo, etc., etc. Et donc, ça, forcément, on y est de plus en plus sensibilisé. C'est vrai que c'est plutôt ma génération qui l'a pris en main de manière très structurée au point d'en faire un pilier stratégique. Mais vous vous doutez bien que dans le transport, aujourd'hui, notre enjeu à nous, c'est de transformer notre flotte, de transformer la flotte de nos sous-traitants pour réduire au maximum nos émissions de CO2, sachant qu'on est multimodaux. Aujourd'hui, nous, on fait du rail, de l'aérien, du maritime, du terrestre, etc. Et qu'on a 97% de nos émissions de CO2 qui viennent de la sous-traitance. Donc, notre challenge pour nous, c'est d'accompagner la sous-traitance, parfois avec des changements de modèle, de business model, parce qu'il faut donner des contrats longs avec de la visibilité pour nos sous-traitants pour qu'ils aillent voir leurs financiers changer. Et on s'engage en plus de ça dans une transition qui n'est pas toujours très lisible puisque les technologies évoluent. On parle une fois de l'électrique, une fois de l'hydrogène, une fois du gaz, etc. avec des réglementations et des taxations d'une fiscalité qui peut varier. Et puis parfois un peu de dogmatisme politique sur ces enjeux-là qui nécessitent une agilité folle et en même temps des investissements extrêmement lourds puisque nous, on vient d'investir 20 millions rien que pour changer 50% de notre flotte. Changer un bloc de recharge en Île-de-France Sud à Rungis, c'est 1 million. Donc voilà, c'est enfin, pas qu'un, mais équiper l'électrique, ça coûte. Sacré budget. Et alors, par contre, vous avez dépassé, j'ai vu, donc la barre du milliard de chiffre d'affaires en 2022. Donc 20 millions, c'est un petit chiffre. Qu'est-ce qu'un entrepreneur ou un dirigeant doit savoir pour passer peut-être de 100 millions à 1 milliard? Alors juste, je voudrais rebondir quand même sur ce que vous avez dit. 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, ça peut aller très vite puisque vous voyez, on repasse sous la barre du milliard parce que les taux de fret ont été divisés par 15%. Il faut quand même imaginer que nous, notre chiffre d'affaires, c'est pas le milliard. Nous, on ne fait que répercuter une grande partie des débours transport. Donc, notre chiffre d'affaires varie au gré des coûts du transport. Donc, notre chiffre d'affaires est très loin de notre marge. Et 20 millions, je vous assure que par rapport à notre marge, en revanche, c'est beaucoup. Et qu'on fait les efforts nécessaires pour faire notre transition. En revanche, pour la question du 100 millions, alors, j'ai pas connu cette période-là. J'ai doublé de taille, moi. Et pour ce faire, dans un marché qui était mature comme celui de la France, etc., et où on était déjà très présent, puisque schématiquement, mon grand-père est sorti du Bas-Rhin pour aller en Alsace, mon grand-père est sorti de l'Alsace pour aller en France, moi je suis en train de sortir de France pour aller en Europe. Voilà, c'est à peu près le schéma. Nous, ce qui m'a permis de le faire, c'est l'internationalisation de l'entreprise, c'est le rachat d'entreprise, et pour ce faire, ça a été s'appuyer sur les caractéristiques positives d'une entreprise familiale, c'est-à-dire la gestion du temps long et la frugalité, qui fait qu'on avait beaucoup de cash à réinvestir dans cette restructuration-là. Et c'est comme ça qu'en 6 ans, ou 7 ans, on a doublé de taille pour atteindre le milliard d'euros de chiffre d'affaires. Ah. Alors, tu es aussi vice-président du METI, mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Qu'est-ce que tu as pensé un peu de l'annonce du président, donc Emmanuel Macron, créer 1000 ETI supplémentaires à la fin du quinquennat? C'est une formidable nouvelle. Alors, il faut s'en donner les moyens. Il y a déjà des choses qui ont été faites, très honnêtement, sur la taxation du capital, avec l'ISF, avec la flat tax, etc. Il y a déjà eu un très gros mouvement en début de quinquennat, au début 2017. Ensuite, il y a eu l'épisode de la prise de conscience sur les taxes de production qui ont été diminuées de 10 milliards. Enfin, il y a encore énormément d'écart par rapport à l'Allemagne, puisqu'on parle quasiment de 1 à 7 ou 1 à 8. Et on est quasiment au double, un peu moins du double de la moyenne européenne en termes de taxes de production. Donc rien que sur la compétitivité du site France, il y a beaucoup à redire. En plus des charges sur le travail, mais on m'opposera qu'il y a un modèle social qui y correspond, et puis les normes, etc., etc. Et de ce point de vue-là, je pense que se donner comme ambition de faire des ETI, de faire 1000 nouvelles ETI qui sont en général à 70% dans les territoires, qui créent de l'emploi entre 2009 et 2015, elles ont créé plus de 300 000 emplois, alors que les grandes entreprises et les petites et les PME en détruisaient. Donc nous sommes les entreprises résilientes, nous sommes les entreprises des territoires. C'est ce qui maintient un peu d'industrie en France, et on a vu l'impact de la désindustrialisation sur le plan social pendant la crise des Gilets jaunes, ça a été criant. Je pense que c'est une excellente politique. Malheureusement, les finances de l'État ne permettent pas d'aller aussi vite qu'on le voudrait, mais il faut aller plus loin pour redresser la compétitivité du site France. C'est absolument indispensable si on veut obtenir ces résultats-là.
Alors, j'ai lu dans un récent post LinkedIn que tu as publié, tu déclarais que les perspectives pour l'avenir n'ont jamais été aussi sombres, donc en référence aux conclusions portées par le Global Risk Report du World Economic Forum. Un dirigeant, c'est pas quand même censé être optimiste tout le temps? Oh, moi, je reste optimiste, mais il n'empêche que factuellement, et là, on parle à la fois des conclusions effectivement, d'un groupe d'études de dirigeants. En plus, donc on ne s'appuie pas sur des activistes de la décroissance. On s'appuie quand même sur des gens qui ont une vision précise du monde. Les services de renseignement ou la CIA, quand ils font état de leurs prévisions, c'est aussi assez effarant. Non, je pense qu'on est dans un moment de grande tension et sans rentrer dans des considérations géopolitiques ou même sur le climat qui est indéniable. Je pense aujourd'hui, j'entendais ça l'autre jour chez des confrères en disant on est rentré dans une gestion de permacrise. C'est-à-dire qu'auparavant, on vivait avec des cycles économiques, etc. Maintenant, on vit avec une crise qui chasse une autre. Il faut adapter votre entreprise, votre business model, reprendre le chemin, etc. Le rôle du dirigeant, optimiste ou pas optimiste, ça j'en sais rien, mais c'est de garder de garder le cap, quelle que soit la crise qu'il traverse, et d'entraîner ses collaborateurs en disant on va la traverser de nouveau cette crise et on va aller plus loin, etc. Mais je pense quand même qu'on traverse un moment ponctuel qui peut potentiellement durer, une espèce de cycle actuellement qui est pas réjouissant. Enfin, je pense qu'il faudrait être extrêmement positif dans sa vie pour trouver que ce qu'on entend autour de nous est réjouissant. Et je finirai là-dessus, mais j'ai entendu un jour quelqu'un à la radio qui disait aujourd'hui, on parle en année chien, une année d'aujourd'hui, ça vaut 7 ans d'il y a 20 ans. Je trouve que c'est excellent comme formule parce qu'on est dans une remise en cause extrêmement rapide de nos certitudes et des axiomes précédents. C'est fantastique. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'interview chrono. Où pars-tu te ressourcer ou te mettre au calme, au vert de temps en temps? En Alsace, chez moi, dans ma maison de famille, au sud de Strasbourg, au milieu de la forêt. Tu es plutôt LinkedIn, Instagram ou TikTok? LinkedIn. La plus belle ville française en dehors de Strasbourg? J'ai tellement d'amis partout, je ne saurais pas quoi répondre. Aix-en-Provence. Alors, si tu devais changer quelque chose au code du travail, ça serait quoi? Sa longueur. L'application que tu utilises le plus? La météo. Est-ce que tu peux me citer une entrepreneuse ou une dirigeante française? Marie-Christine Coine. Qui est la patronne de Sonépar. Oh. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup internationalisé son entreprise, qui l'a développée à une vitesse et avec un dynamisme extraordinaire. Voilà, c'est un modèle féminin. Ouais. Oh. Le dernier livre que tu as lu? La Bilbo d'Henri Vincenot. Est-ce que tu peux nous citer aussi une autre ETI, une belle ETI française, comme tu en connais beaucoup? Manutan. Manutan, oui, qu'on connaît bien. Tes dernières vacances? En Grèce. Et alors, vous allez avoir 100 ans, enfin pas toi, mais l'entreprise Epner. Est-ce qu'il y a une fête qui est prévue? Oui, c'est trop confidentiel. C'est presque la chose la plus confidentielle que j'ai chez moi, c'est ce qui va se passer pour cette fête-là. Ok, bon, je ne demande pas plus. Et ChatGPT, est-ce que tu es plutôt émerveillé ou apeuré? Là, je vais faire une réponse de Normand. Les deux, je l'utilise à titre personnel. Je pense qu'il y a évidemment beaucoup de belles perspectives. Maintenant, effectivement, il y a des côtés très effrayants. Ouais. Alors, on a fait pour la première fois de moi un webinar avec ma voix en espagnol. C'est tout à fait effrayant. Merci beaucoup Jean-Thomas Schmitt d'avoir répondu à toutes mes questions. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro. Merci, au revoir.